Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour écouter Bruno Elie ce soir, que je vais présenter très rapidement. Mais est-il vraiment nécessaire de présenter Bruno Elie? C'est une bonne question. Donc, il est directeur recherche émérite au CNRS, un spécialiste d'épigraphie grecque, de dialectologie, en particulier du dialecte thessalien évidemment, et de sismologie, c'est dire s'il a de nombreuses cordes à son arc. C'est un pilier de la Maison de l'Orient depuis plus de 40 années. Et il nous présente ce soir le bilan d'une vie intellectuelle très riche et de 60 années de mission, d'études, de vie scientifique et de vie personnelle, d'amitié, comme il en parlera aussi tout à l'heure, j'en suis certaine, de ces nombreuses années de thessalienne. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci Bruno. Annette, merci. Bonsoir. La Thessalie, vous connaissez. Rassurez-vous, cette question ne s'adresse pas à vous. C'est la question que m'a adressée mon maître Jean Pouilloux à l'automne 1961. Quand jeune agrégé, je suis allé lui demander de me donner un sujet de recherche. Et à cette question, ma réponse a été « non, monsieur ». Donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, eh bien, il existe un ensemble d'inscriptions qui a été trouvées dans une ville de cette région-là. Ce serait bien si vous les repreniez et si vous en faisiez le corpus. À la suite de quoi, eh bien, l'été suivant, je me suis retrouvé en Thessalie avec mon épouse Claire et mes beaux-parents pour un premier voyage sur le site de Gonoï. Alors voilà la Thessalie, pour quand même avoir un peu de repères, à mi-chemin entre l'Attique et la Macédoine, ce qui n'est pas seulement géographique, mais aussi symbolique, parce que dans l'archéologie grecque, on est passé, vous le savez, d'une archéologie athénocentrée sur une archéologie macédonocentrée, en sautant par-dessus cette région. Pourtant, c'est une région très vaste, une des plus vastes de la Grèce, avec 2 grandes plaines qui font chacune 60 km² sur 40, entourées par un vaste cercle de montagnes, dont la plus caractéristique, évidemment, c'est l'Olympe. Donc, en août 1962, nous voici arrivés au bord du Péné, et découvrant les 3 collines de Gonoï qui sont là comme un amphithéâtre au pied des contreforts de l'Olympe, qui est toujours dans les nuages, comme le dit Homère, Zeus assembleur de nuages. Donc voilà la position de la région de Gonoï ici. Et cette année-là, 1962, bien, il faut penser que la Grèce sortait à peine de la guerre civile, et qu'elle était dans un état qui ressemblait plus à la situation de la fin du 19e ou au début du 20e qu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Pour arriver à Gonoï, eh bien, il n'y avait pas de pont. Il fallait prendre le bac où on mettait les ânes, les voitures, les chevaux, les coqs. Et au bout, il n'y avait pas de route goudronnée, il n'y avait que des routes empierrées. Et on arrivait au village où il n'y avait pas d'électricité, pratiquement pas d'eau courante. Mais là, eh bien, c'est là que je me suis fait mon premier ami, qui s'appelait Yannis Gougoulias, qui était le gardien des antiquités du site, paysan, cultivateur de tabac, qui avait une épouse qui portait le beau nom de Nausicaa, et qui occupait une maison relativement moderne, vous savez, de ces maisons qui se sont répandues dans tout le Levant dans les années 20, c'est-à-dire avec un sous-sol semi-enterré, un étage à vivre et un toit à 4 pentes, le sous-sol semi-enterré servant aussi de pièces fraîches l'été et servant évidemment de resserre. Et c'est là que Madame Gougoulias avait un métier à tisser qui lui servait à fabriquer ses flocati, vous savez, ces grandes couvertures de laine où sur un canevas en lin, on noue carrément des brins de laine et que l'on teint ensuite dans la rivière.
Yanis Gougoulias avait été le maire de sa commune juste après la guerre civile. Il s'est donné marqué un certain niveau quand même de compétences et de personnalité. C'était un homme extrêmement sympathique, extrêmement fin et d'une très grande dignité. À Gonoy, eh bien, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que nous avons trouvé? D'abord un site, ces 3 collines, que je vous rappelle, en forme d'amphithéâtre, déjà connu depuis les voyageurs du XVIIIe et du XIXe, avec des restes d'enceintes, comme ici, et puis surtout des inscriptions, parce que le site avait été fouillé dans les années 1910, pendant 2 semaines ou 3 semaines, par l'archéologue grec qui a été le premier archéologue grec à travailler en Thessalie après la libération de la Grèce en 1881 et de la Thessalie en 1881. Et il avait trouvé là à peu près 300 inscriptions sur la colline de l'Acropole et tout autour dans les nécropoles aux environs. Donc voici, on se met au travail sur des stèles funéraires, on fait des estampages, et puis eh bien, on cherche, on part à la chasse des inscriptions. Alors il y en avait qui étaient exposées et entreposées dans la cour et dans la grange de Yanis Gougoulias, mais il y en avait aussi au musée de Larissa, dont je reparlerai, et dans la cour du musée de Volos, qui était à cette époque le seul musée archéologique construit et régulier de la région. En effet, à cette époque, il y avait une seule éphorie, c'était une seule circonscription des Antiquités, qui couvrait les 4 départements de la Thessalie, avec à sa tête un préhistorien très important, très, très grand savant, qui s'appelait Dimitrios Théocharis, et qui siégeait, si je puis dire, au musée de Volos, mais qui s'arrangeait pour être le moins souvent possible dérangé. Et il avait donc un gardien-chef qui s'appelait Yanis Papabimitriou, qui devait faire 1,95 m de haut, de taille, et qui, du haut du perron du musée, s'arrangeait pour me dire on ne peut pas vous recevoir. Et je lui demandais où est Monsieur Lefort, et il me répondait je ne sais pas. Quand est-ce qu'il viendra? Je ne sais pas. Et ça a duré comme ça 2-3 jours. Dieu merci, mon maître Pouillou, prévenu par téléphone, a appelé un de ses amis qui était Christos Karouzos, qui était inspecteur général des Antiquités à l'époque, qui lui a répondu « Ça tombe très bien, je vais partir passer le week-end dans le Pélion, j'en fais mon affaire. » Et le lundi matin suivant, eh bien, nous étions dans le musée. À la suite de ces années-là, du travail à Volos, bien sûr, Dimitrios Théocharis est devenu un ami, et je savais très bien où le trouver quand il n'était pas au musée. Il se réfugiait dans la petite maison de fouilles de Sesclos, où il y avait une jolie treille avec de la vigne, et là, on pouvait le trouver et bavarder longuement avant de retourner dans les réserves du musée. Ces réserves du musée que je connaissais en plus par avance, car Jean Pouillou avait fait ce geste extraordinaire de me donner ces carnets dans lesquels il avait copié la totalité des inscriptions du musée de Volos à la suite d'un long séjour de 6 mois qu'il avait fait à Volos à la demande du gouvernement grec, parce qu'en 1955, un énorme tremblement de terre avait ruiné pratiquement à 90% la ville de Volos et mis évidemment cul par-dessus tête la totalité des inscriptions et des objets qui étaient conservés au musée. L'effort de cette époque, qui s'appelait Nicolas Verdelis et qui était un ami de Jean Pouillou, avait donc sollicité par le biais de l'école française l'aide d'un épigraphiste pour remettre sur pied, réidentifier les inscriptions. Et le seul moyen de le faire, c'était de les copier, parce que bien souvent les numéros d'inventaire ne sont plus bons ou sont effacés, etc. Et une fois copiés, on pouvait les confronter à l'inventaire, les réidentifier.
Mais imaginez-vous le progrès que cela consistait pour moi d'arriver en connaissant non seulement le texte des inscriptions, mais leur publication et là où elles étaient entreposées, que ce soit dans la cour du musée comme ici, ou bien dans des rayonnages que nous avons d'ailleurs installés plus tard et qui avaient, il faut savoir, les pierres ont des jambes, elles bougent tout le temps, et pendant des années, ces pierres que vous avez là, eh bien, on les trouvait à notre arrivée tout entassées contre un mur dans l'angle du musée, de préférence sous la gouttière ou sous le tuyau de ramonage rouillé qui laissait tomber de grandes gouttes sur les pierres. Il fallait le redistribuer dans le gravier de la cour chaque année, et l'hiver suivant, elles remontaient toutes de nouveau dans l'angle de la cour. Donc, pendant ces années-là, eh bien, de 1962 à 1969 pratiquement, j'ai fait une mission par an sur les inscriptions de Volos en compagnie de mon ami Paul Rush, qui, lui, travaillait sur les inscriptions de Béotie. Nous avions décidé de faire nos missions ensemble parce que c'est plus commode, c'est plus facile à deux, ne serait-ce que pour porter les pierres, mais aussi pour avoir deux regards croisés sur les choses. Et c'est comme ça qu'avec Paul Rush, nous nous sommes retrouvés le 21 avril 1967 au musée de Thèbes pour le jour où les colonels ont pris le pouvoir. Le musée de Thèbes était à cette époque-là à peu près comme le musée de Volos, c'est-à-dire un grand empilement de pierres inscrites sous un hangar. On avait mis les pierres les plus grandes en bas et puis on montait en mettant les plus petites en haut sur 3, 4, 5 mètres de haut. Évidemment, quand il y avait une pierre inscrite qui se trouvait en bas de la pile, il fallait tout bouger. Et donc, qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, le 21 avril 67, nous sommes descendus au musée pour travailler. Et le soir, en sortant, à 6 heures du soir, nous disons à notre ami le gardien-chef du musée de Thèbes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est fête nationale. On a entendu de la musique militaire toute la journée. Et il répond non, c'est pas fête nationale, c'est la Révolution. Et donc, à ce moment-là, nous rentrons à l'hôtel, qui était l'hôtel Dionysion, que voici, qui existe toujours, à 3 rues du musée. Et nous posons nos affaires, puis je dis à Paul, je vais aller me faire couper les cheveux chez le coiffeur. Je sors pour découvrir qu'une voiture de police remontait la grande rue de Thèbes, qui s'appelle la rue Pindare, qui fait toute l'acropole de Thèbes, et qui disait « couvre-feu, couvre-feu, fermez, fermez, fermez ». Alors mon sang n'a fait qu'un tour, il faut penser à aller dîner. Et donc, je rentre à l'hôtel et je dis à Paul Rush, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Et à 7 heures du soir, nous remontons la rue de Thèbes, suivis par une voiture de police, tout feu allumé, sirène hurlante, disant « clistez, clistez, fermez tout ». Et on arrive à notre restaurant habituel, tout à fait en haut de la rue Pindare. Et là, le patron du restaurant, qui était un ancien résistant communiste et qui avait perdu un bras pendant la guerre civile, nous dit « rentrez, rentrez, il n'y a pas de problème ». La voiture de police s'arrête devant le restaurant en disant « fermez, fermez ». Et notre amphitryon a cette réponse magnifique « non, j'ai 2 xénis à nourrir, je ne ferme pas ». La voiture est repartie et nous avons pu prendre notre repas tranquillement. Évidemment, le lendemain, les choses étaient un peu différentes, encore que, voulant prévenir nos familles, nous sommes descendus jusqu'au bureau des télécommunications, de l'OTE, qui est un peu en dessous du musée. Et là, on a vu 2 jeunes piou-piou avec le fusil accroché sur la branche de leur chaise longue qui nous ont dit « mais bien sûr, allez téléphoner ». Certes, les choses se sont bien gâtées plus tard, mais tout de même, c'est comme ça que nous avons vécu le coup d'État à Thèbes de la prise de pouvoir des colonels. Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés en Thessalie, partageant nos missions, une partie en Béotie, une partie en Thessalie, et en particulier nous sommes trouvés ici au sud-ouest de la Thessalie, dans la région de Karditsa, où il y a une grosse bourgade qui s'appelle toujours Métropolis,
Et là, Théo Caris m'avait signalé qu'il y avait quelques inscriptions intéressantes à publier. Et effectivement, nous sommes arrivés à Métropolis, au pied du Pinde, et le gardien des antiquités du coin, qui s'appelait Thomas Costellos, qui était un trafiquant d'antiquités de premier ordre, il a d'ailleurs fini en prison, nous accueille en nous disant « Mais bien sûr, il y a des inscriptions, et où sont-elles » Eh bien, elles sont au poste de gendarmerie. Alors on va au poste de gendarmerie, en plein coup d'État, hein, et là, on aperçoit deux pierres sous le râtelier des fusils, qu'on écarte comme ça, à toute vitesse, et qu'on sort, et c'est là qu'on a trouvé une des premières inscriptions dialectales de cette région, et un fragment d'une lettre du consul romain Titus Clitus Fabinius aux citoyens de Métropolis, les deux inscriptions que j'ai publiées quelques années plus tard. À partir de 1969, les choses ont pris une autre dimension avec ma rencontre avec Christoph Wolters, qui était un jeune étudiant en archéologie en Allemagne et qui avait pour charge, comme thèse, comme dissertation, de travailler sur les stèles peintes de Démétrias, que j'évoquerai un peu plus loin. Et il s'était très rapidement aperçu qu'il fallait être épigraphiste pour les dater et pour surtout comprendre la relation entre la peinture et l'inscription. Et il a cherché un épigraphiste en Allemagne, à l'université de Heidelberg, où il était étudiant. Et il est tombé là sur un grand professeur d'épigraphie qui s'appelait, il est mort il n'y a pas très longtemps, Christian Habicht, qui lui a dit « Oh, bon, c'est des funéraires, il faut aller voir, tout ça c'est plein de noms, allez voir Monsieur Masson en France, qui est spécialiste de nomastique grec. » Et Olivier Masson a dit « Mais non, moi je m'occupe que des noms, pas des inscriptions funéraires. » Mais il y a un jeune épigraphiste qui travaille en Thessalie, et nous avons donc pris contact, Christoph Wolters et moi, et dès 1972, nous avons décidé d'une première campagne commune au musée de Larissa. Et donc le musée de Larissa de cette époque, c'était l'ancienne mosquée dans la cour de laquelle étaient entassées des pierres, comme vous le voyez là, j'allais dire en bâtière, les unes contre les autres, dans des rangées, qui laissaient un petit passage grand comme ça. D'ailleurs, ça nous a obligés à construire un petit chariot de 20 cm sur 20 cm qui permettait de faire passer les pierres dans ces petits couloirs-là pour éviter les accidents. À cette époque-là, dans les années 60, eh bien, Larissa, c'était encore une petite ville, j'allais dire, extrêmement pauvre. C'était une ville où il n'y avait pas de l'eau de l'eau courante dans toutes les maisons. C'était encore ce qu'on appelait les neroulades, des enfants qui portaient des bidons d'eau et les vendaient à chaque entrée de maison. C'était encore l'ancienne agora avec quelques autobus et des fiacres à la place de taxis, pratiquement. Les autobus, c'était souvent des autobus rachetés, en particulier à la ville de Munich. Il y avait des autobus bleus et blancs aux couleurs de la Bavière. Et nous avions pris logement dans un hôtel qui dominait exactement cette vieille agora, qui n'existe plus d'ailleurs, mais ça avait un très grand avantage, bien sûr, c'est qu'il suffisait de traverser la rue pour aller boire son tsipuro en fin de journée, évidemment. La mosquée qui s'appelait Yenitsami, la mosquée neuve, parce qu'elle avait été construite peu de temps avant la libération de la Grèce, et elle avait été réquisitionnée comme musée. Donc il y avait une petite salle d'exposition, que voici, et puis il y avait dans les couloirs, à droite et à gauche, et dans le jardin en avant, où il y avait les grilles, là, eh bien, on avait entassé les pierres autant que possible. Notre objectif avec Christoph Wolters a été immédiatement de travailler sur les stèles funéraires de Thessalie, parce que nous nous étions aperçus, en échangeant nos documentations et dans nos discussions, qu'il y avait des ateliers de fabrication différents qui avaient des motifs presque semblables, mais avec des traitements différents. Et donc, c'était intéressant pour nous d'identifier ces séries et de surtout les localiser sur le terrain. Est-ce que
telle pierre vient de l'atelier d'Atrax ou de l'atelier de Larissa. Et d'autre part, nous sommes livrés à pas mal d'expériences photographiques. Il faut vous rappeler que dans ces années 70-72, il n'y avait pas de photographie numérique. On travaillait avec des films argentiques. On a fait quelques dizaines de milliers de photographies au format 6:6 avec un boîtier Mamiya qui était une vraie bicyclette, on pouvait le laisser tomber, il pouvait être arrosé, etc. Et c'est avec cet appareil et ces films qu'on développait, que mon ami Christophe développait en général le soir dans sa douche, masqué, après avoir masqué les fenêtres, et comme ça on savait si le cliché était bon, pas bon, etc. Et puis on s'est livré à pas mal d'expériences photographiques, en particulier pour améliorer la lisibilité des inscriptions, en essayant de combiner les éclairages sur la même pierre, ce qui fait que, vous voyez, on avait un grand miroir pour projeter un rayon de lumière jusqu'à l'intérieur du musée pour pouvoir modifier. Ensuite, la pierre étant sur un chariot, on pouvait la faire tourner pour arriver à combiner les éclairages. Ça a donné des résultats très intéressants. Évidemment, aujourd'hui, avec le numérique, on fait tout autrement. À Larissa, nous nous sommes liés aussi d'amitié avec pas mal de Larisséens, et en particulier, bien sûr, l'importance de la photographie que je viens de souligner nous y conduisait tout droit, c'est de faire connaissance avec notre ami Takis Kloupas, qui était photographe à Larissa et qui était un véritable photographe d'art, qui était, avec son frère sculpteur, les héritiers d'un petit artisan ébéniste de Larissa, et qui sont devenus l'un photographe parce que, ayant fait l'apprentissage d'ébéniste et de menuisier, eh bien, il s'était attelé à réparer les grands appareils photographiques en bois, dont vous avez ici un échantillon, que l'on utilisait à l'époque avec des plaques. Et comme il fallait les réparer, eh bien, on s'adressait à l'ébéniste de service. Et c'est comme ça qu'il a appris à manipuler et à devenir photographe. De même, son frère Philolaos, qui était, lui, apprenti forgeron, eh bien, il est devenu sculpteur, en particulier sur acier inoxydable. Il a émigré en France, il habitait Saint-Rémy-de-Chevreuse, où nous sommes allés avec mon ami Christophe le voir. C'était un grand atelier avec un pont roulant pour remuer les pièces en acier sur lesquelles il travaillait. Et il y a en particulier, je tiens à le signaler, une sculpture à la Duchère, qui sont les 5 menhirs qu'il avait fabriqués. Il avait également fait, c'est une de ses premières réalisations, un énorme château d'eau à Valence, qui est toujours et qui est classé lui aussi. Et puis nous avons fait connaissance d'autres Larisséens, en particulier notre ami Kostas Panos, directeur et éditeur d'une revue locale qu'il a portée très haut, que vous trouvez maintenant dans la plupart des grandes bibliothèques universitaires du monde entier, parce qu'il a publié systématiquement des articles que nous avions écrits en les faisant traduire en grec, ce qui faisait qu'on avait accès, j'allais dire, à des lecteurs et à des étudiants grecs ne parlant pas le français ou l'allemand ou l'anglais. Et donc, ça a été un ami, et c'est toujours un ami très fidèle. Et puis, il y avait les collègues grecs archéologues, notre ami Kostas Galis, qui a été le premier effort des antiquités préhistoriques à Larissa, car l'éphorie de Volos était trop vaste, et dès 1974, on l'a dédoublé en créant une éphorie des antiquités classiques à Larissa, dont notre ami Kostas Galis a été le premier titulaire. C'était un préhistorien, un disciple de Théocharis. Et puis, on a créé parallèlement une éphorie des antiquités byzantines avec un personnage haut en couleur qui s'appelle Lazaros d'Erysiotis. Les deux sont maintenant à la retraite, bien sûr, mais on les connaît bien. Et c'est avec eux que nous avons construit, en 1975, le premier colloque international sur la Thessalie, et dont les actes sont toujours là, sur la table là.
et qui avait réuni quand même une soixantaine, 80 personnes qui avaient eu un succès important. À la suite de ces campagnes thessaliennes, eh bien, il a fallu aussi visiter pour rechercher des ateliers, la totalité des petites collections locales. Alors il y en avait chez les gardiens des antiquités comme notre ami Gougoulias à Gonoï, mais il y en avait aussi dans des bâtiments publics comme la mosquée de Trikala, comme la mosquée d'Elasson, qui était à l'abandon, mais que notre ami Derisiotis, justement, s'est employé à restaurer. Il y a aujourd'hui, maintenant, des collections également. Ces collections sont mieux abritées. Par exemple, au musée d'Elasson, aujourd'hui, où on a réutilisé le bâtiment des douanes turques, qui est un très joli bâtiment, j'allais dire, des années 1900, néoclassique. De même qu'à Aya, qui est une petite ville à l'est de Larissa, on a utilisé un konak, c'est-à-dire une maison de maître, qui, du coup, est ainsi sauvée et rentre dans le patrimoine. À la suite de ces recherches sur les stèles funéraires, nous avions identifié en particulier des ateliers provenant d'une cité qui s'appelle Atrax, parce que une quantité énorme de stèles funéraires provenait de cette ville. Et pendant des années, avec notre ami Tsafalias, qui à cette époque-là était épimélète, c'est-à-dire adjoint à l'effort de Larissa, nous avions prospecté dans le terrain et dans les nécropoles voisines, et chaque année on ramassait une dizaine, une douzaine de stèles funéraires. Nous nous étions dit qu'il était à ce moment-là intéressant de mieux connaître cette ville, et en particulier nous avons identifié là des carrières superbes d'un marbre blanc de première qualité, et puis le site que vous voyez ici, entièrement fortifié avec une ville basse au bord du Péné et une immense pente. Nous avons décidé d'en faire ce qu'on appelle un survey systématique auquel ont participé notre ami Jean-Claude Decour, mon frère Benoît et quelques autres, et des étudiants de mes amis allemands, à ce moment-là Christophe Wolters et son collègue Volkmar von Greve, et nous nous sommes employés pendant un mois à explorer ces ruines en coupant d'abord les buissons d'épineux qui couvraient les murailles et en prospectant systématiquement les pentes qui étaient occupées par des maisons dont nous avons vite compris qu'elles étaient toutes des maisons byzantines. Et donc, nous avons essayé de mieux connaître cette cité qui se situe juste au passage entre les deux plaines, dans un défilé important dont je reparlerai. Et nous avons travaillé aussi en compagnie de notre ami Athanasios Stefalia, qui est lui-même devenu effort des Antiquités de 1995 à 2007. Et puis, c'est là que, par hasard, nous avons trouvé sur le rempart, qui est là, en bas, le premier décret connu de la ville, c'est-à-dire la première pièce officielle intitulée « Nous, ville d'Atrax », etc. Et il était sur le bord du rempart, en quatre morceaux, avec des cassures fraîches. Et du coup, on s'est tourné vers le paysan qui était là à 20 mètres et qui était tranquillement appuyé, les bras appuyés sur le manche de sa masse, en lui demandant qui a fait ça. « Oh, je ne sais pas, des étrangers ». Bien sûr, il était évident que c'était lui qui avait brisé la pierre, parce que dans les campagnes grecques et thessaliennes en particulier, on sait d'avance que quand il y a des lettres sur une pierre, c'est que la pierre contient un trésor. Donc il faut absolument casser la pierre pour voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, ça n'est pas la même chose. À partir de ce survey d'Atrax, nous avons décidé de changer un petit peu de politique, parce que un mois entier sur cette ville, et face à peu près une centaine de cités de même calibre et de même importance, devenait un problème très difficile. Même chose aussi, nous avons renoncé à la fouille, parce que, comme je vous l'ai montré, dans cette zone-là, dans cette grande ville-là,
eh bien, on trouvait des maisons byzantines en surface, et il fallait passer 10 ans à dégager du byzantin avant d'arriver à peu près aux périodes et aux strates qui pourraient nous intéresser. Donc nous avons décidé de changer de méthode et de partir à la recherche des cités antiques à partir d'informations, à partir des quelques vestiges qu'on pouvait retrouver sur place et en utilisant des modèles dont Jean-Claude Decour a été le premier à les théoriser de manière ferme et en cherchant donc dans cette espèce de distribution des deux plaines thessaliennes, considérées comme un espace homogène, voir quelles pouvaient être les règles de distribution des sites. Donc il y a quelques méthodes, je vous épargne ça, mais qui ont abouti à ces cartes que vous avez, celle-ci qui correspond en gros à des zones d'occupation de l'époque classique et hellénistique et romaine. On a même tenté d'autres techniques, en particulier en utilisant des algorithmes informatiques, ça s'appelle les diagrammes de Voronoi, c'est-à-dire en prenant comme point de départ le site présumé de la cité et en utilisant des algorithmes qui font que, comme pour des germes dans les polymères, le germe grandit et se développe jusqu'à rencontrer la croissance du germe voisin ou des germes voisins. Et donc, on dessine comme ça un pavage qui est, d'une certaine façon, plus réaliste que simplement la recherche des cercles ou la construction, qu'on verra dans les images suivantes, des polygones, et qui nous permettent d'avoir une idée plus réaliste. Donc, à partir de 1979, eh bien, nous nous sommes centrés sur la recherche et la distribution des cités, et c'est Jean-Claude Decour qui a commencé. Il raconterait mieux, comme Gérard et aussi Richard, comment ça s'est passé, tout le travail et toutes les peines qu'ils ont eues, les voitures qu'on a cassées sur les vieilles routes en terre, mais j'ai eu la chance de les accompagner, les uns ou les autres, et donc on s'est trouvé dans les villages à estamper les épigrammes dans des grottes, à rencontrer nombre de gens sur place. Et bien sûr, ce travail a abouti à une étude de la distribution des cités de cette région, la vallée de l'Édipeuse, à une publication importante qui est là aussi, je pense, sur la table. Gérard Lucas a pris la suite pour une autre région, tout à fait au nord de la Thessalie, au pied de l'Olympe, ce qu'on appelle la haute vallée du Titarès, un affluent important du Péné, qui est le fleuve principal de la région. Et là aussi, nous avons vécu, travaillé avec les gens du pays qui nous ont conduits sur les sites. Il y avait de temps en temps aussi, dans un certain nombre de villages importants, comme à Holossone, un gardien des antiquités avec lequel on pouvait se lier d'amitié. Et donc, le travail s'est poursuivi région après région, avec peu à peu une meilleure connaissance de ces cités. Ce qui a conduit d'ailleurs notre ami Tafalas, après, quand il a pris ses fonctions comme effort de Larissa, à engager des fouilles importantes et à dégager des vestiges de premier ordre. Par exemple, sur le site de Pythione, on avait repéré ce qu'on appelle une mandra, c'est-à-dire une étable à boutons. Eh bien, elle était directement installée sur les fondations et les vestiges d'un temple du IVe siècle qui a été dégagé simplement, j'allais dire, avec 20 cm de terre, pas davantage. Ça nous a conduit évidemment à un deuxième colloque, 15 ans après le premier, sur la Thessalie, qui a eu lieu et s'est tenu, et lui aussi à Lyon, et qui a été publié, dont les actes ont été publiés en Grèce, à Athènes, aux frais du ministère de la Culture grecque, parce que on avait évidemment engagé pas mal de communication et les crédits CNRS ne permettaient pas de le publier. Alors notre ami Galis
avec notre ami Galis, on avait monté une opération de séduction du ministre de la Culture grecque en faisant une maquette, en mettant le maximum d'images couleurs, et on a porté la maquette au ministre en sachant qu'il pouvait disposer à son gré de 3% de la recette du loto national. Et on est ressorti, après 1 heure d'entretien, avec un chèque qui nous a permis de publier les actes de ce colloque de 1990. Suite du programme sur les cités thessaliennes, Laurence Darmezin a travaillé, elle, tout à fait au nord-ouest de la Thessalie, dans la région des Météores et de Kalabaka, sur un domaine, mais c'est là qu'on s'est aperçu qu'on n'était plus dans les plaines, que le présupposé d'homogénéité de distribution dans l'espace n'était plus tout à fait aussi valide, et c'est simplement une distribution aléatoire en fonction des bassins fluviaux des rivières de montagne. Je me suis personnellement intéressé, moi, à la distribution des sites dans la plaine occidentale et en particulier tout autour du sanctuaire fédéral des Thessaliens qui était dédié, consacré à la grande déesse Athéna Itonia. C'est une déesse combattante, Alkimakos, qui se situe au centre de la plaine thessalienne, à Philia, du dème de Karditsa, qui est ici. Et là encore, ces développements ont amené peu à peu à la création, les Grecs eux-mêmes le sentaient, en avaient le besoin, d'une éphorie à Karditsa même, sous la direction d'un collègue et ami qui s'appelle Léonidas Hadjiangelakis, qui a supervisé la construction d'un musée départemental et surtout d'un certain nombre de fouilles sur les environs de Karditsa. En particulier, notre ami Indessiloglu a fouillé un temple du VIe siècle avant, consacré à Apollon, qui était tout à fait remarquable et dont je pense qu'il était en fait le lieu d'exposition de ce fameux décret dialectal que j'avais trouvé avec Paul Rush en 1967 dans le poste de gendarmerie de Métropolis. D'autres collègues sont rentrés, si je puis dire, dans le circuit, en particulier 2 amis italiens, Massimo Di Salvatore à Fère, qui est la plus grande cité de l'Est thessalien, de la plaine thessalienne orientale, ici, et qui a conservé une acropole magnifique, fortifiée au IVe siècle par sans doute les tyrans de fer, dont le plus célèbre s'appelait Jason. Richard Bouchon lui-même s'est intéressé à la partie sud de la Thessalie, à la vallée du Sperchios, en particulier à Hypata, et là encore, j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner sur le terrain, en particulier dans l'Oita et dans les montagnes voisines. Une autre amie, Floriana Cantarelli, qui était chercheur à l'université de Milan, s'est consacrée, elle, à, j'allais dire, l'entre-deux, c'est-à-dire la région de Melitéria, Nartakion, dans les montagnes de l'Autrice occidentale, entre la vallée du Sperchios et les plaines thessaliennes. Et là aussi, ça a abouti à des publications importantes et intéressantes. Nous avons également essayé de nous intéresser pas seulement à des stèles et à des inscriptions, mais plus généralement au site. Et grâce à Andreas Fungas et à notre ami Claude Brugère, nous avons pu nous intéresser, avec l'autorisation de nos collègues grecs, à des mosaïques et à des grands pavages de mosaïques au sanctuaire de Philia, mais aussi à Démétrias et à Larissa. Dernière arrivée, mais non moins important, contributrice aux travaux thessaliens, notre collègue et amie Eleonora Santine, qui est entièrement consacrée à l'étude des épigrammes thessaliennes et qui participe depuis plusieurs années, une bonne dizaine d'années, à
nos travaux thessaliens. Je mets de côté un petit peu, parce que ça a été un peu mon domaine réservé, à cause des stèles peintes dont je vais parler, c'est la région de Volos et de Démétrias, par où j'avais commencé, là où se trouvaient justement les stèles peintes, et surtout par où j'avais commencé à cause du tremblement de terre de 1955, comme je vous l'avais et comme je vous l'ai dit. Ce site de Démétrias, qui est en pleine ville de Volos, qui bloque même l'expansion de la ville de Volos, parce que c'est un terrain complètement protégé, malgré les pressions exercées par les autorités municipales, eh bien, a fait l'objet de fouilles importantes depuis les années théocaristes et jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'on a découvert un palais macédonien, puisque Démétrias est une fondation de Démétrios Poliorcète, un des plus importants rois de Macédoine à la fin du IVe siècle, et qu'elle a été fondée, cette ville, comme une sorte de capitale des rois macédoniens dans la Grèce continentale. On y a trouvé en particulier des stèles peintes qui sont une série tout à fait remarquable, qui ont été trouvées par cet archéologue grec dont je parlais, Apostolos Arvanitopoulos, dans une partie des tours de l'enceinte de Démétrias. Et là encore, c'est une espèce de miracle de survie. Il se trouve que la ville de Démétrias a été menacée par les troupes du roi Mithridate dans les années 80 avant Jésus-Christ, et qu'il a fallu remettre en défense la ville en remontant l'ensemble des fortifications. Mais cette enceinte de Démétrios Poliorcète, qui datait donc du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, était obsolète, en particulier parce qu'elle avait des tours carrées, creuses, de à peu près 4-5 mètres de large, et qui n'étaient plus en mesure de recevoir les catapultes, c'est-à-dire l'artillerie, qui s'était développée à partir du milieu du IIe siècle, en particulier grâce aux travaux de quelqu'un que nous connaissons tous, qui s'appelait Archimède, et qui avait, grâce à sa théorie du levier, eh bien, il avait permis le triplement des dimensions des catapultes, et il fallait des grandes plateformes d'artillerie pour pouvoir les installer. Donc les Démétriens ont fait une chose très simple, ils ont pris les tours anciennes, ils les ont entourées par un mur, et ils ont entassé dans l'intervalle tout ce qu'ils ont pu trouver comme matériel. Celui qui était le plus proche, c'était celui des nécropoles au pied des remparts, et on a ainsi ensilé plusieurs centaines de stèles avec leurs peintures, et 1000 ans ou 2000 ans après, eh bien, elles étaient quasiment intactes, et elles ont été retrouvées, et c'est le trésor du musée de Volos. Si vous allez à Volos, vous verrez exposer les plus belles pièces. Simplement, elles n'ont jamais été réellement étudiées jusqu'à ces dernières années, et en particulier grâce aux techniques photographiques qu'on a pu développer. Même chose aussi, le musée de Volos entièrement renouvelé, un autre musée intéressant, lui aussi victime de tremblements de terre dans les années 80, c'est le petit musée d'Almiros, qui porte le nom d'un des successeurs d'Arvanitopoulos dans les années 30, qui s'appelait Nikolaos Yiannopoulos, et que nos amis Indessiloglu, Roula et Bambis Indessiloglu, ont réussi à sauver des oukases, des ingénieurs et des architectes du ministère, qui considéraient que ce petit musée charmant d'époque néoclassique était irrécupérable. Ils se sont battus et ils ont réussi. Et ils ont restauré en particulier intégralement la bibliothèque de ce fondateur Yiannopoulos, et ils ont pu ainsi sauver la collection. Étape suivante, c'est encore à une rencontre avec un collègue italien, Riccardo Caputo, et avec notre collègue lyonnais Jean-Paul Bravard, que
nous nous sommes consacrés à une histoire environnementale de l'espace thessalien, en particulier à deux aspects, les tremblements de terre d'un côté et l'évolution des fleuves de l'autre, l'une étant conditionnée évidemment par l'autre de toute façon. Et donc nous avons commencé à partir des années 83 avec Ricardo et avec Jean-Paul Bravard à prospecter l'ensemble des failles de la Thessalie, et en particulier ici, et avec nos amis présents ici, nous avons pu remonter en 1987 l'ensemble du cours du Péné entièrement asséché dans la région de Larissa. Parallèlement, je me suis de plus en plus intéressé aux tremblements de terre et j'ai développé dans les époques des années 82-96 des observations de ce qu'on appelle aujourd'hui archéosismologie, c'est-à-dire l'étude des effets des tremblements de terre sur les bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments modernes ou récents ou de bâtiments que l'on repère dans les sites archéologiques. Et en particulier, vous avez là le premier colloque tremblement de terre, histoire et archéologie que j'ai organisé quand j'étais directeur du centre de recherche archéologique à Sophia Antipolis de 1979 à 1988. Et là, nous avons un très joli exemple de tremblement de terre avec une rupture du fronton, des angles effondrés à Aya, à Ambelakia, qui est une petite bourgade au-dessus du défilé de Tempe, et qui était un centre intellectuel très important au XVIIIe siècle, avec une école où l'on enseignait, et en particulier une bibliothèque très intéressante, parce qu'on y récoltait tous les écrits européens du siècle des Lumières, et c'est une de ces écoles qui ont préparé le mouvement de libération de la Grèce des années 1830. Il s'y trouvait également une très belle maison du chef, du patron du syndicat des producteurs de laine et de flocati, qui s'appelait Mavros, et qu'on appelle la maison Schwarz, parce qu'il avait des connexions avec l'Autriche, et en particulier avec Vienne. Et ce syndicat des producteurs de laine et de flocati faisait partir tous les 15 jours en Bellaquia et de Thessalie pour Vienne, une caravane de 100 mulets chargés des produits fabriqués. Avec Ricardo Caputo, eh bien, nous nous sommes attelés à la meilleure connaissance des failles de la Thessalie. Ricardo Caputo avait fait sa thèse à l'université de Thessalonique dans le cadre d'un programme Erasmus, et il avait fait sa thèse sur l'ensemble des failles actives de la Thessalie qui avaient donné ces fameux tremblements de terre de 1955, de 1980, et vous verrez, il y en a encore un plus récent, puisqu'il est de mars de l'année dernière. Et donc, pour voir les failles, eh bien, le seul moyen, c'est de faire des tranchées, dites de paléosismologie. Nous avons été beaucoup aidés pour ça par les municipalités locales, et ici en particulier par la ville de Tirnavos, où un maire bienveillant nous a apporté l'aide de tous les techniciens et des véhicules de la municipalité, et qui a conduit à la création de ce que nous avons appelé un premier musée de paléosismologie en Europe. Il en existe un autre au Japon, c'est-à-dire où on peut voir dans les tranchées l'ensemble des tremblements de terre qui se sont succédés, et même le miroir de faille qui est complètement vitrifié par le glissement des terres au fur et à mesure des événements tectoniques qui se produisent. Même chose aussi, nous sommes beaucoup intéressés, évidemment, comme je le disais, aux dynamiques des rivières, et ça nous a conduit très récemment, dans les années 2020-2021, à une publication sur la zone cruciale de circulation des eaux entre les deux plaines de Thessalie, et
nous avons pu montrer que, en réalité, cette connexion est relativement récente, elle date des années à peu près 100 000 avant Jésus-Christ, et que autrefois, donc, les deux plaines n'avaient pas de communication avec la mer, ce que le logos des Thessaliens, rapporté par Hérodote, explicite exactement, en attribuant bien sûr l'ouverture des défilés par où les eaux s'écoulent d'une plaine à l'autre et de la plaine orientale à la mer par l'intervention de Poséidon, le dieu qui secoue la terre, bien sûr. Là aussi, recours à des techniques de forage. Nous avons fait là, avec une équipe locale, des forages jusqu'à 60 mètres de profondeur, et nous avons 60 mètres de carottes à étudier pour ça. Je parlais d'un séisme récent, eh bien oui, le 3 mars 2021, il y a eu un séisme très important, précisément dans la région, là, entre les deux plaines, Larissa étant ici, la plaine occidentale étant ici, en particulier dans les défilés de ce que nous avons appelé la faille de Tirnavos, celle où nous avons précisément installé le musée de paléosismologie. Et comme vous voyez, les dégâts ont été importants. Nous avions, avec l'étude des failles que nous avions faite, dit que l'énergie que ces failles pouvaient développer était environ de 6 en magnitude de 6,3, et c'est exactement ce que les instruments ont relevé. Alors, le problème n'est pas de savoir si on a été bon prophète ou pas bon prophète, le problème est que nous avons, pour une fois, avec ce tremblement de terre, le modèle réel de fonctionnement des failles que nous avions, nous, supposé, simplement à partir du relevé de tremblements de terre plus anciens. Parallèlement, eh bien, toutes ces missions m'ont permis d'accompagner le développement de la Thessalie, qui, comme je vous le disais, en 60, était encore dans une situation du 19e siècle pratiquement, et qui aujourd'hui est une ville de 150 000 habitants, avec une agglomération tout autour, des satellites très importants. Voilà le développement de Larissa à partir de l'acropole et du théâtre en direction du sud, dans un tout nouveau quartier qui s'appelle Néapolis, bien sûr, la ville neuve, comme chez nous, et qui c'est devenu un site très important. En particulier, il y a eu des progrès considérables sous l'action de nos collègues responsables des antiquités de Larissa et de Thessalie, la construction d'un nouveau musée qui a remplacé la vieille mosquée et qui est un outil de travail formidable et qui a en plus des salles d'exposition. Si jamais vous passez par là, je vous invite à aller voir ce nouveau musée très important, très intéressant et qui en plus abrite les services de l'Ephorie. Même chose, Larissa a développé un musée des beaux-arts, un musée folklorique avec en particulier dans le musée des beaux-arts une collection extrêmement intéressante de peintures des années 20 à 1950, léguées par un chirurgien qui était collectionneur et qui avait une clinique privée en plein centre de la ville et qui a légué sa collection à Larissa. Et puis, dernière étape de notre itinéraire thessalien, eh bien, la fouille, depuis les années 90, de plus grand monument de la Thessalie, le théâtre de Larissa, les deux théâtres de Larissa, qui ont été dégagés par nos collègues grecs, et nous avons eu la chance de suivre pendant une vingtaine d'années presque la fouille en question, et d'y être directement intéressé, puisque ces gradins portent des inscriptions qui sont les sièges marqués par un tel, ou par des autorités, ou par des délégations de spectateurs venant des villes de la région. Ce théâtre était connu déjà par des voyageurs du 19e, en particulier un voyageur allemand qui s'appelait Hussing, mais il n'a été dégagé en partie, une petite partie dans les années 30 par toujours le fameux Arvanitopoulos, et puis
finalement, ce sont nos collègues qui, à partir des années 90, ont décidé de le mettre au jour complètement, ce qui n'a pas été une mince affaire parce que, comme vous le voyez, l'hémicycle du théâtre avait été occupé par une rue qui montait à l'Acropole, rue bordée par des commerces extrêmement importants et des maisons qui étaient fondées directement sur le marbre des gradins. J'ai vu en particulier dans les années 70, par une nuit un peu d'insomnie, je passais par là et sous la lumière des projecteurs, on versait du béton directement sur le marbre des gradins de manière clandestine parce que comme ça on n'était pas embêté par les archéologues de service. Et là, vous voyez une image de la destruction de cette fameuse rue qui montait à l'Acropole. Voilà l'ensemble du monument avec son organisation caractéristique et là aussi des tremblements de terre importants que nous avons étudiés avec notre ami Caputo et quelques collègues grecs de l'Université de Thessalonique et de l'Observatoire d'Athènes. Et on s'aperçoit en particulier que les colonnes monolithes de ce qu'on appelle le bâtiment de Seine avaient été ruinées pratiquement toutes à la même hauteur, qui était en fait la hauteur du remplissage à l'époque du fameux tremblement de terre, ce qui nous a permis de le situer autour du 7e siècle du 4e siècle après Jésus-Christ. Et vous voyez les effets avec les ruptures de crampons. Donc là aussi, on peut mesurer des énergies et prévoir. Mais surtout, ce qui nous occupe, et encore aujourd'hui le plus, et en particulier Richard Bouchon, ce sont les inscriptions sur les gradins, avec parfois plusieurs couches superposées de noms repris les uns après les autres, et qu'il a fallu en documenter proprement. Mais en plus, c'est quand même des opérations de travaux publics. La plupart de ces blocs font 2 ou 3 tonnes chacun. Donc, c'est des manipulations avec des grues, avec des amis restaurateurs spécialisés dans ce genre d'opérations, en particulier nos 2 amis Olga et Katerina. Et nous avons comme ça encore pas mal de travail à faire. Et c'est sur cette perspective que je clôt ma communication en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir passer à quelques questions. S'il y a des volontaires dans la salle qui ont des questions à poser, on va vous passer le micro. C'est indispensable, on enregistre la séance, donc ça permettra de conserver les questions à l'enregistrement. Pas de questions. Pas d'anecdotes, de souvenirs, puisqu'il y a plein de présents dans la salle aussi. Oui, donc merci beaucoup, c'est très bon. Est-ce que vous avez trouvé une organisation politique particulière qui a été révélée par les inscriptions? Qu'est-ce qu'il y a des spécificités que vous avez pu saisir pour cette région de la Grèce? Alors bon, ce que nous saisissons le mieux, c'est ce qu'on appelle la Grèce des cités, c'est-à-dire des communautés autonomes qui se définissent comme telles, avec une assemblée, avec des magistrats, et nous pouvons suivre ces communautés, en gros, du 6e avant jusqu'au 3e, 4e après, avec évidemment d'inévitables changements et transformations, ce que déjà le géographe Strabon ne manquait pas de signaler en disant ce qui est le plus frappant dans cette région de Thessalie, il en parle dans un de ses chapitres de son livre 9, c'est que les populations changent de nom, les populations changent de lieu, elles changent de territoire, et on a parfois du mal à s'y retrouver. Mais donc, ce sont des communautés-là, avec des organisations politiques qui sont, j'allais dire, celles qu'on trouve définies par Aristote,
dans ces traités sur la cité grecque. Oui. Pardon. D'autres questions? Quand on se trouve au musée de Volos, il y a des inscriptions qui portent sur ses relations avec des membres, les jeunes de la famille qui sont, je ne sais plus trop, considérés. Il y a deux grandes inscriptions étudiées par Bruno Elie Oui. dans le musée de Volos qui ont une relation avec ce que tu viens de dire. Bah, disons que, si j'ai bien compris la question, on a un des instruments les plus performants, j'allais dire, de nos études, c'est ce qu'on appelle la prosopographie. C'est-à-dire, on repère les familles à l'intérieur d'une même communauté, on peut les suivre sur parfois plusieurs générations. Hein, et les stèles funéraires, pour ça, sont une documentation de premier ordre. Hein. Est-ce que ça répond à la question ? Donc on a, en particulier pour Démétrias, où on a, je ne sais pas, sur l'époque hellénistique, entre le début du IIIe et du quatrième, la fin du IVe et l'époque, le premier après, deuxième après, on a plus d'1 millier de noms. C'est énorme. Et on suit les noms avec cette règle qui est très connue que les Grecs appliquent encore aujourd'hui, de ce qu'on appelle la paponymie, c'est-à-dire le petit-fils prend le nom du grand-père et ça se renouvelle comme ça. Alors parfois on a de l'ambiguïté parce qu'on ne sait plus à quelle génération on se trouve, mais on suit bien les familles, un certain nombre d'entre elles. Hein? Merci Bruno, c'était très, très intéressant. C'est toi, je te remercie. Et tu as bien insisté aussi sur l'aspect des collaborations avec tes collègues étrangers. Alors là, on sait que c'est les 60 ans, c'est vraiment un anniversaire. Vous continuez toujours des échanges, donc des publications en collaboration avec les anciens, les nouveaux. On voit que les équipes s'étoffent. Enfin, est-ce qu'il y a encore des travaux en commun, des déplacements? Alors oui, on y arrive. On y arrive. Certes, nos contacts, en tout cas les miens, sont plus avec les collègues de la génération que j'ai connue active, qui sont aujourd'hui à la retraite, mais enfin on les voit quand même régulièrement. En plus, eux-mêmes sont encore actifs, bien sûr. La plus jeune génération, c'est plus difficile. Pas seulement par une raison de différence d'âge, mais aussi parce qu'ils sont plus archéologues qu'épigraphistes. Ça, c'est un gros problème qui, en même temps, est une sorte d'avantage, c'est-à-dire on n'a pas de concurrent sur l'épigraphie thessalienne, malheureusement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formation à l'université, dans les universités grecques qui vraiment forment des épigraphistes systématiquement, en particulier sur le dialecte. Donc, ils sont plus archéologues pour des raisons aussi très évidentes. Hein, c'est qu'ils sont, d'une part, et puis d'autre part, ils sont astreints à des fouilles de sauvetage importantes. Moi, j'ai assisté pendant des années à la construction de l'autoroute Athènes-Thessalonique. Notre collègue Safalias, dans son département de Larissa, il avait un chantier tous les 500 mètres. Il faut voir. Hein, depuis le néolithique ancien jusqu'à l'époque la plus tardive, c'est un travail de fou. Donc ils sont très orientés là-dessus par nécessité. Tu vois. Mais bon, alors c'est vrai aussi que maintenant ça fait tellement d'années qu'on y travaille que les relations restent bonnes. On a encore fait une rencontre l'automne dernier avec un jeune archéologue de l'éphorie de Trikala, puisque maintenant il y a une éphorie par département. Là, les Grecs ont fait d'énormes efforts. Hein. Une éphorie aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque de Théocharis, un effort, pas de voiture, un restaurateur et 4 gardiens. Hein. Aujourd'hui, c'est 120 personnes à Larissa.
Mais on a des relations aussi avec les restaurateurs, avec les ouvriers, parce qu'on les côtoie dans les réserves, en particulier sur l'acropole de Larissa, où on travaille quasiment en permanence. Je me permets. Et puisque tu as fait la présentation des deux recherches, c'est-à-dire l'épigraphie, bien sûr, les textes, et puis cet aspect sur la sismicité, enfin les tremblements de terre, est-ce qu'il y a des textes donc également anciens qui... Est-ce qu'il y a des textes anciens qui révèlent justement, qui racontent... Bah bien sûr qu'il y a des textes anciens, il y avait même des catalogues. Alors, j'ai évoqué justement Hérodote qui parlait du logos des Thessaliens et de l'ouverture des plaines qui ont permis l'écoulement des eaux par l'œuvre de Poséidon. Et M. Hérodote, qui était, contrairement à ce qu'on dit, non pas quelqu'un qui racontait n'importe quoi, mais un fiefé rationaliste, dit, et c'est certainement bien l'effet des tremblements de terre qui ont eu ce résultat. Hein. On a des tremblements de terre mentionnés, en particulier très importants dans les années 430, par Thucydide. On a le premier catalogue de tremblements de terre qu'on connaisse, se rapporte à un physicien, au sens un naturaliste, qui est allé voir les effets d'un tremblement de terre très important sur le golfe de Corinthe et qui a ruiné deux cités très intéressantes et importantes qui s'appelaient Boura et Éliquée. Et donc, et Strabon lui-même recense pas mal de tremblements de terre, et j'ai eu à travailler pas mal sur ce texte de Strabon, et en particulier sur un qui est très intéressant, où il dit qu'à Philadelphie de Lydie, en Asie mineure, la terre tremble si souvent que les habitants en tiennent compte pour construire leur maison. C'est-à-dire, il y avait déjà des mesures préventives pour éviter de recevoir son plancher ou son toit sur la tête. Donc les textes sont importants, hein. Et précisément, il y a une collègue italienne qui s'appelle Emanuela Guido Boni qui a fait un très énorme recensement sur les tremblements de terre méditerranéens avant l'an 1000. Et il y a plusieurs milliers de tremblements de terre recensés avec des sources grecques, latines, arabes, persanes, etc. etc. C'est une œuvre monumentale. Plus de questions? Voilà, on va merci. pouvoir clore la séance alors. Merci beaucoup.